Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir convié à évoquer avec vous une des questions brûlantes, si ce n'est majeure peut-être, du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui est la question du maintien de l'ordre et de la gestion de la protestation de rue depuis le début de son quinquennat. Alors, pour essayer de comprendre ce qui se joue dans la gestion des manifestations aujourd'hui, j'ai proposé un petit recul historique à partir de 1986. C'est peut-être le fruit d'une inversion. J'ai peut-être voulu écrire 68, ça s'est transformé en 86, mais je me dis que je retombe sur mes pieds parce que 1986, ce sont les grandes manifestations étudiantes et déjà lycéennes de novembre-décembre. C'est aussi la mort de Malik Osekine, tué par des policiers parisiens d'un peloton voltigeur mobile. Et c'est par conséquent une remise en question fondamentale du maintien de l'ordre à l'époque. On s'en souvient pas, mais cet événement, la mort de Malik Osekine, donne lieu à deux commissions parlementaires, l'une à l'Assemblée nationale, l'autre au Sénat, qui sont deux travaux de fond d'interrogation de la doctrine, des opérations, des équipements et des personnels de maintien de l'ordre en France. Je le souligne parce que depuis lors, nous avons eu d'autres événements de cette nature, des morts survenus au cours d'eux ou en périphérie d'opérations de maintien de l'ordre, mais qui n'ont jamais donné lieu à un tel travail parlementaire. C'est donc souligner combien, en 30 ou 35 ans, très vraisemblablement, l'appareil policier a gagné en autonomie par rapport aux instances de contrôle, aux instances de délibération, que sont, en premier lieu, les instances parlementaires. Voici pour cette date de départ, 1986. Depuis 1986, depuis les manifestations lycéennes et étudiantes, on a eu un certain nombre de transformations majeures dans le maintien de l'ordre en France. Et je voudrais ici en retenir trois. La première, c'est que durant toutes les années 90, et à partir de 1989, ce qu'on appelle les émeutes urbaines ou les violences urbaines s'inscrivent à l'agenda des modes de protestation en France. Et ces violences urbaines vont petit à petit prendre la première place dans l'ordre des préoccupations des appareils policiers dès lors qu'il est question de contrôle des foules protestataires, pour dire ça de la manière, j'espère, la plus descriptive possible. J'ai mené tout un ensemble d'entretiens avec des responsables policiers au milieu des années 90. L'histoire de ces responsables policiers, c'est-à-dire de ceux qui concevaient ou mettaient en œuvre, dirigeaient les opérations de maintien de l'ordre, leur histoire, elle était marquée par l'histoire des manifestations, du mouvement ouvrier en quelque sorte. Je refais les mêmes entretiens aujourd'hui, c'est-à-dire 25 ans après, et en fait, l'ensemble des cadres qui dirigent les opérations de maintien de l'ordre aujourd'hui sont des gens qui ont été formés au maintien de l'ordre par les violences urbaines. Si vous dirigez la police, vous êtes directeur aujourd'hui d'un département urbain, vous aurez eu comme expérience essentielle, voire comme unique expérience de gestion de manifestation des violences urbaines. Ça, c'est la première mutation au cours de ces 30 dernières années. La deuxième mutation sur laquelle je voudrais, qui est très très importante, c'est celle de l'émergence de l'information en temps continu. Il y a quelque chose qui est frappant quand vous visitez. Alors, tout le monde ne va pas visiter ce genre de lieu, mais les centres d'information et de commandement, les salles de commandement des directions départementales de police, vous avez donc l'ensemble des écrans. Alors, il peut y avoir 5 écrans, il peut y en avoir 40, avec les caméras de vidéosurveillance de la ville. Ça vous permet de suivre des cortèges, suivent des foules, suivent des gens parfois, plus souvent évidemment suivent de la circulation, puis vous avez toujours BFM ou CNews.
dans un coin. C'est-à-dire que en réalité, désormais, et vous savez que dans les bureaux des cabinets ministériels, de tous les membres des cabinets ministériels, il y a les mêmes chaînes d'information en continu, BFM, CNews et autres. Or, ce sont des chaînes qui, au moindre feu de poubelle, captent l'attention d'un samedi après-midi, puisque les samedis sont des journées manifestantes désormais depuis le 17 novembre, autour de ce feu de poubelle, barré d'un titre qui est, par exemple, Nantes, vive tension. Et ça place les policiers et ça place le politique dans une obligation de réaction qui est évidemment, qui n'est pas du tout la même que celle qui était la gestion du temps en maintien de l'ordre au milieu des années 80, au début des années 90. À cette époque-là, le temps, la durée était une arme essentielle pour les policiers. Attendre que la foule s'épuise, attendre que les forces s'éteignent était l'arme première des policiers, comme il le disait souvent en souriant, la pluie est notre meilleur allié. Désormais, on n'a pas le temps d'attendre qu'il pleuve et il faut intervenir le plus précocement possible pour éviter d'avoir à faire face à la critique. Mais qu'avez-vous fait pendant que la poubelle brûlait? Alors évidemment, s'il s'agit d'un véhicule, s'il s'agit de 10 véhicules, la critique est plus forte encore. Troisième grande mutation, à mon avis, du maintien de l'ordre au cours de ces 30-40 dernières années, eh bien, c'est rien moins que le néolibéralisme, qui a au moins deux effets. Du côté des manifestants, du côté des organisations manifestantes, eh bien, il y a effectivement tout un ensemble de politiques néolibérales qui ont exercé leurs effets. Vous le voyez dans l'exemple le plus éclatant de cela, c'est le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire un mouvement protestataire qui émerge sans organisation, qui revendique, d'ailleurs, paradoxe, retournement de la lutte du néolibéralisme contre les organisations syndicales, le mouvement des Gilets jaunes revendique son autonomie et qui, de fait, refuse toute forme d'organisation, jusqu'à même, d'ailleurs, ajouter à cela une analyse de l'évolution de la manifestation comme outil de protestation depuis plus d'un siècle, qui consiste à dire, au fond, la manifestation a connu un long siècle de pacification, de domestication, de civilisation, appelons ça comme on veut. Il faut rompre avec ce cycle-là, car manifester n'apporte plus rien. L'efficace de cette forme de protestation est désormais nulle, et donc il faut employer des formes disruptives, diraient les politistes, de protestation, ou des formes violentes de protestation, en tout cas, à minima, des formes qui surprennent les autorités policières et politiques. De leur côté, les autorités policières, le néolibéralisme n'a pas été sans effet. Parce que on s'est convaincu durant toutes les années 90-2000 que le temps des grandes manifestations, le temps du mouvement ouvrier sous sa forme la plus comment dirais-je, symbolique, représentative, qui est la manifestation de rue menée par des organisations de masse, eh bien ce temps-là était révolu. Et que par symétrie, il fallait réduire on pouvait réduire le volume des polices spécialisées, des polices professionnalisées. On a fermé des escadrons de gendarmerie mobile, on a vidé à l'intérieur, puisqu'ils ont des organisations syndicales puissantes pour les défendre, donc on les a pas fermés, mais on a réduit le nombre de fonctionnaires dans les CRS. Et lorsque, en 2016, la contestation contre la loi dite loi travail émerge, eh bien, on se rend compte que les forces disponibles pour gérer cette contestation, qui est une contestation dure, sur plusieurs sites, longue surtout, eh bien, les forces disponibles ne le sont plus. Les unités mobiles offrent de trop faibles effectifs pour pouvoir gérer ces événements-là. Et donc, on fait appel
aux forces de sécurité publique, forces dites de sécurité publique, c'est-à-dire en fait à la police ordinaire, qu'elles soient habillées ou déshabillées, comme on dit, c'est-à-dire en civil ou en tenue, des gardiens de la paix en tenue, ou bien des BAC ou autres, on fait appel à ces forces-là, dont on dit souvent qu'elles ne sont pas des forces professionnelles de maintien de l'ordre, qu'elles n'ont jamais appris à faire du maintien de l'ordre. Ce qui est un peu vrai, mais un peu faux aussi, parce qu'elles ont appris une forme de maintien de l'ordre, évidemment. Elles ont appris à gérer des violences urbaines. Et ça, elles savent, enfin, je ne sais pas si elles savent faire, en tout cas, elles ont fait, et elles ont fait avec leur doctrine et leurs instruments. Doctrine et instruments qui sont celles de la célérité, de la priorité accordée à l'interpellation, à une intervention précoce sur le lieu de survenue des désordres, et à un équipement qui est celui qui vise des personnes plutôt que l'équipement qui gère des foules. Si vous voulez avoir une image de l'équipement offensif typique, bien qu'il soit pensé d'ailleurs comme un équipement défensif, typique des violences urbaines, ce serait le flashball ou le LBD. Flashball a été introduit en 1995 dans le cadre des violences urbaines. Un outil typique de maintien de l'ordre, c'est évidemment le canon à eau, qui balaye une place, qui balaye une foule et qui éloigne les foules, surtout quand il fait froid. Et donc, ce sont ces trois évolutions-là qui m'apparaissent majeures aujourd'hui pour expliquer l'évolution du maintien de l'ordre. À cette évolution, j'ajoute un élément peut-être conjoncturel, peut-être pas conjoncturel, parce qu'il se trouve que 1986, c'est l'adoption d'une loi qui va ouvrir un cycle législatif très long, on y est encore d'ailleurs plongé, de lutte contre le terrorisme. En 1986, ma mémoire est bonne, c'est la restauration de la Cour d'assises spéciale pour des faits de terrorisme. Et tout un ensemble de règles procédurales particulières. Le terrorisme est depuis 2015, un élément décisif de la transformation de la manière dont est organisée la police, dont les policiers se perçoivent, dont ils mènent leur travail, et ça a des conséquences évidentes sur la façon dont ils se trouvent engagés en contexte de manifestation. Un symptôme de ça, je n'ai pas le temps de développer parce que je n'ai plus que 2 minutes pour ce bref exposé. Heureusement que j'ai pas commencé en 68, donc finalement, j'aurais dû commencer même en 2006. Une des manifestations de ça, évidemment, c'est le renforcement d'une tendance à la militarisation des forces de police en France. La priorité accordée à la fois la protection des lieux de pouvoir, mais aussi la prévention des risques. Et donc, prenez la loi Estrosi 2010, c'est une loi qui mélange un peu tout. Prévention de la violence dans les stades, bande de casseurs et bande de casseurs intervenant dans les manifestations et bande de jeunes faisant irruption dans des établissements scolaires. On essaye d'intervenir le plus en amont possible des lieux de réunion pour pouvoir appréhender les personnes. Et puis surtout, on se protège soi-même. Un des effets du terrorisme sur la police, c'est que c'est une police qui est de plus en plus préoccupée d'elle-même. Un effet préoccupé de sa propre protection. Un effet collatéral du terrorisme, c'est la place centrale qu'a la police dans nos existences quotidiennes, surtout évidemment nos existences urbaines, mais aussi dans l'imaginaire politique, mais aussi dans la place qu'a le policier ou qu'ont nos forces de l'ordre, pour reprendre un idiome maintes fois répété ces derniers mois, dans tout un ensemble de cérémonies où le politique célèbre la cohésion nationale, la République, etc. Bon, la police est une institution indispensable en contexte de risque terroriste à la survie du régime. Les policiers font l'objet de
font l'objet de louanges, de sacralisation, ce qui place le politique dans une grande difficulté lorsqu'il s'agit de faire la critique de l'appareil policier, de faire la critique de l'institution policière. D'autant que, évidemment, une autre institution gagne en crédit, en force, en poids, en puissance, c'est celle des syndicats policiers, dont vous avez vu, en suivant l'actualité ces 4 ou 5 dernières années, que, en plus entraînés dans une spirale inflationniste due à leur concurrence permanente, ils ont un rôle de mise à distance de toute tentative de critique portée à l'égard de l'institution, comme l'a montré la passe d'armes entre le président de la République, tout de même, et le syndicat des gardiens de la paix en août 2019 autour d'un éventuel retour critique sur l'usage des LBD pendant les manifestations Gilets jaunes de la fin 2018 à donc août 2019. Voilà dessiné à grands traits, alors trop épais, je vous prie de m'en excuser par avance, ce qui m'apparaît important dans l'évolution de la façon dont le politique gère la protestation de rue aujourd'hui, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans la discussion. Merci.